Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Showtime. Aujourd'hui, on se retrouve pour le MLS Show et on va parler de la Week 14. Aujourd'hui, je suis accompagné de Thomas. Comment ça va, Thomas? Salut Romain, salut à tous. Bah écoute, je vais très bien. Et toi, t'as fait bon voyage? Bon voyage, exactement. Aujourd'hui, on s'est levé tôt, mais on est content de parler de MLS. On lance tout de suite la feuille de match. Allez, c'est Donc, parti. le sommaire aujourd'hui, ça va être le stretching. Donc, d'abord avec les news un peu qui sont passées donc, entre San Diego, d'abord la nouvelle franchise. Aussi, il y aura eu la Coupe du Monde U20 également, un peu de US Open Cup et c'est tout. Ensuite, on va partir sur les deux gros matchs qu'on a décidé d'analyser, qui sont Cincinnati contre Columbus et enfin Philadelphie contre New England. Et on terminera par les classements. On peut commencer déjà dès le début, l'intro. On va partir sur la première news de la journée entre San Diego. Effectivement, San Diego est la nouvelle franchise d'expansion qui arrivera en 2025 en MLS. Euh, Ça y est, on va enfin avoir du coup 30 équipes en MLS. Ça va être la 15e du côté de la conférence Ouest. T'es assez excité de découvrir une nouvelle franchise du côté de la côte californienne? C'est toujours excitant de découvrir des nouvelles franchises, des nouvelles équipes. On a vu cette saison notamment l'arrivée de Saint-Louis. On voit que Saint-Louis, ça fonctionne pour l'instant très bien, que le public est réceptif, qu'il y a une vraie aura autour de cette équipe. Donc on espère qu'à San Diego, ce sera la même chose et que ils pourront, dans les années à venir, pourquoi pas titiller les grosses équipes du championnat pourquoi pas, pardon, décrocher un titre. Ok, on peut même voir sur la prochaine slide leur nouveau stade. Ils vont jouer dans le Snapdragon Stadium. Le stade actuellement de l'équipe de football américaine des Aztecs de San Diego, mais aussi également le club de San Diego féminin, le San Diego Waves, qui joue en WMLS actuellement. Et donc c'est bien, il y a un stade de 30 000 personnes. Moi, ils n'auront pas à payer le stade. Par contre, ils vont payer un sacré chiffre, 500 millions de dollars le droit d'entrée, alors que l'Inter Miami avait payé à l'époque 25 millions grâce à la loi pour David Beckham, ou encore la dernière équipe à être intégrée, Charlotte et Saint-Louis avaient payé 200 000 ou 300 millions, je crois. Ouais, c'est ça, bah, ça montre surtout que la MLS se développe et que c'est bon signe pour la suite. Ça montre que forcément, plus ton championnat devient attractif et regardé, plus forcément les prix augmentent et tout devient forcément plus cher derrière. Donc c'est cool de voir qu'à San Diego, malgré la somme pour payer son droit d'entrée, ben, ils aient quand même gardé la motivation et cette envie de faire partie de cette ligue qui ne cesse de croître au fur et à mesure. Ok. Prochaine news de la journée, c'est la Coupe du Monde U20 qui se déroule actuellement en Argentine, qui a été d'abord à Singapour, en Indonésie, finalement qui a été reportée en Argentine. Là, les États-Unis ont envoyé une très bonne équipe dans cette Coupe du Monde et avec beaucoup de joueurs qui jouent actuellement en MLS. On a vu qu'ils sont pour le moment premiers de leur classement. On peut voir, et Kate Cowell, qui a plutôt bien commencé l'an dernier, a un peu de mal en ce moment en MLS, cette saison en tout cas, mais est plutôt bien lancé par une bonne équipe de San José. Donc je pense que ça peut lui faire du bien ce but. Jonathan Gomez, c'est un joueur, on rappelle, c'est un joueur qui joue à la Real Sociedad actuellement. C'est ça. Il joue chez les jeunes, mais ça lui fait du bien d'avoir du temps de jeu dans Ouais, cette Coupe du ça Monde. lui permet de se montrer, éventuellement, pourquoi pas, soit prétendre plus tard dans une place chez les A de la Sociedad, notamment, sachant qu'en plus ils vont jouer Jouer la Ligue des Champions, si, logiquement, donc non. Tous Ça les peut voyages être, sont ouverts pour les États-Unis ça en peut ce être moment dans cette intéressant, compétition. exactement. Et on rappelle qu'ils sont déjà qualifiés avec 2 victoires. Ils pourront déjà affronter ouais, en 16e, 8e de finale directement. Je sais pas si ça passe en quart ou en 8e. Ouais, Je pense que ça doit être quart je directement. pense Il que n'y a c'est que quart 6 poules. directement, Ouais. ouais. Je pense que Il y a c'est que quart six poules. Donc directement. c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est bien, et puis ça permettra aussi à l'entraîneur de faire tourner, de voir d'autres joueurs aussi, pourquoi pas exploser peut-être et prendre de l'expérience et de la confiance. Ok, on passe à l'autre news de la journée. C'est l'US Open Cup qui s'est déroulé cette semaine avec les résultats et les qualifiés. On peut voir les deux slides. Donc, Chicago s'est imposé face à Austin cette nuit. Houston a aussi gagné face à Minnesota. On peut voir aussi que Real Salt Lake a continué de gagner face au Colorado Rapids, un deuxième duel. Le LAFC s'est incliné dans El Trafico face au Galaxy.
On va voir d'ailleurs les résumés plus tard. Donc on va avoir un match Real Salt Lake contre LA Galaxy, Chicago Fire contre Houston Dynamo. Ensuite, de l'autre côté du tableau, on a Cincinnati, donc on va parler, qui s'est imposé à New York sur un scénario assez fou. Ils vont d'ailleurs affronter Pittsburgh, équipe de deuxième division américaine, qui s'est imposée cette nuit face à Columbus Crew. Et l'autre équipe de deuxième division qui s'est imposée, c'est Birmingham Legion face à Charlotte, qui va affronter l'Inter Miami. Donc on a encore dans la même branche du tableau deux équipes de deuxième division. Ça peut être Birmingham mais j'ai Pittsburgh, c'est ça. Ça peut être intéressant d'avoir deux équipes. Rappelons que l'an dernier, il y a déjà eu une équipe qui était en finale face à Orlando, qui s'était inclinée face à Orlando. Il faut que je retrouve le nom de... Mais c'est intéressant. Ouais, non, c'est intéressant. On voit que c'est universel. C'est pareil dans tous les championnats, que ce soit en Europe ou ailleurs. On voit que les petites équipes dans ces matchs de coupe-là ont possibilité sur un match de rivaliser avec les plus gros et de pourquoi pas créer des surprises. Donc c'est ce qui se passe pour l'instant en US Open Cup. On espère que Pittsburgh ou Birmingham réussira pourquoi pas à accrocher une demi-finale, voire une finale. Ce serait très très beau et ce serait surtout très intéressant pour la continuité du développement du soccer aux États-Unis, quand on sait qu'en 2026 ils accueilleront la Coupe du Monde. Donc tout est positif et on espère que ça pourra continuer sur le long terme. Mais ça va être difficile parce que quand même t'as quand même Cincinnati qui est une équipe très solide, on en parlera plus tard. T'as quand même le Galaxy peut-être qui peut éventuellement sauver sa saison qui est très mal embarquée pour le moment. Et puis t'as l'Inter Miami qui est pareil, qui reste quand même une cylindrée en MLS, même si elle est en difficulté cette saison. Ils sont capables sur une coupe et sur des matchs ponctuels d'élever leur niveau et d'aller chercher le titre final. C'était les Sacramento Republic, c'était ici en finale l'an dernier, qui avait perdu 3-0 face à Orlando. On va d'ailleurs voir les deux actions qu'on a voulu vous prendre sur cette MLS Cup. D'abord, l'entrée de Carlos Coronel, le gardien de New York Red Bulls, qui est rentré avec un flocage d'un joueur classique. Il est rentré pour remplacer un autre joueur, un autre joueur de champ et pas un autre gardien. Est-ce que tu peux expliquer ce qui s'est passé exactement? En fait, c'est que les entraîneurs ont eu peur que leur gardien titulaire, qui avait déjà un jaune, puisse être expulsé lors de la séance de tir au but si jamais il sortait de sa ligne lors des tirs au but. Donc c'est un moyen trouvé par le coach de préparer et d'être à l'affût si jamais il y avait un souci qui se passe en fait. Et au final, on rappelle que New York Red Bulls s'est incliné dans cette séance de tir au but à cause d'un penalty manqué par Dante Van Zer, qui revenait de suspension justement. Après ces histoires de racisme. C'est ça, et qui avait marqué quand même le but de l'égalisation, donc ça, il ne faut pas oublier. Au final, d'ailleurs, la prochaine action qu'on va voir, c'est le but fou de Riqui Puig. Exactement, lors du El Trafico contre le Los Angeles FC. En plus, c'était à l'extérieur, sur la pelouse du LAFC. On va voir ce but incroyable, magnifique. Bon, un peu de réussite sur la finition, mais sur le début de l'action, cette capacité d'élimination qu'il a eue, et puis la célébration derrière, où il monte son maillot à l'extérieur dans un derby, on sait que c'est tout de suite plus... ça fait tout de suite mouche. Ça fait parler et c'est sympa. On va conclure ces news par l'affluence de la journée, la prochaine slide, où on peut voir quels clubs ont atteint le plein en tout cas. Et c'est clair que Cincinnati et Saint-Louis, même et LAFC et Austin et Dallas aussi, j'étais en train de regarder c'est les 5 clubs qui ont affiché 100% de capacité de leur stade. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il y a quand même des clubs qui continuent à être pleins. Attention, c'est des grosses fanbases en général. Mais même pour Saint-Louis, nouveau club, 22 000 places complètes. Ouais, c'est de ça que je te parlais tout à l'heure. Je parlais d'engouement. On voit quand même que c'est des récents clubs. Hein. À part Dallas, c'est que des récents clubs. Au final, tu vois, Saint-Louis, c'est l'engouement de la nouvelle saison qui se déroule bien pour le moment. Tu as le LAFC qui est forcément très très fort à domicile sur sa pelouse, qui joue les premières places du championnat. Donc forcément, ça rajoute encore plus d'intérêt pour les supporters. En plus, ils sont champions en titre.
Ce qui me surprend un peu plus, c'est Austin, malgré cette saison, la saison difficile qu'ils sont en train de vivre, de voir que le public reste quand même derrière son équipe. Et puis peut-être que ça leur permettra, pourquoi pas, de relever la tête derrière. Carrément. D'ailleurs, on va parler de Cincinnati face à Columbus. C'est un des matchs qu'on a décidé de parler aujourd'hui. On rappelle le score final et on va même afficher directement la fiche score. Cincinnati s'est imposé 3-2 sur la pelouse face à Columbus, sur sa pelouse, grâce à un doublé de Luciano Acosta. Un résultat probant et qui confirme leur bonne forme actuelle et surtout face à une équipe très joueuse comme Columbus, Cincinnati a su repasser devant et marquer son territoire sur cette première place de la conférence Est. Il commençait un peu à prendre les devants et peut-être marquer le pas par rapport à Saint-Louis ou d'autres équipes qui sont en chasse. Même on va même pouvoir voir les stats. Cincinnati, c'est une équipe qui joue assez en transition rapide, tu vois. Contrairement à Columbus, d'ailleurs, on va voir sur la prochaine fiche, les stats sont assez criantes et parlantes. Tu vois, mine de rien, on a bien fait de la mettre, cette stat des passes, parce que tu vois, la possession est entièrement pour Columbus. Les tirs, au final, c'est kiff-kiff, mais les passes, 500 passes à 200, et au final, tu vois, qu'ils ne savent pas en faire grand-chose. Je ne dirais pas qu'ils ne savent pas en faire grand-chose, puisqu'ils ont quand même marqué 2 buts. Mais Cincinnati, totalement clinique. Ouais, Cincinnati est totalement clinique. Et puis Cincinnati, depuis le début de la saison, ça reste une équipe qui est assez défensive, qui est plus portée sur le côté solidité défensive, essayer d'encaisser le moins de buts possible. Et ce qui est le plus probant pour ma part, c'est de voir qu'ils ont eu une réaction parce que tu mènes 2-0 assez rapidement dans la rencontre. Tu étais rejoint au score par Columbus. On sait que Columbus est une équipe joueuse qui aime beaucoup attaquer, donc forcément t'encaisses des buts. Mais derrière la réaction d'avoir ce supplément d'âme et de réussir à aller chercher la victoire malgré tout, je pense que c'est ça qui fait vraiment la grosse différence et qui montre que Cincinnati cette saison ils sont très solides et ils ont surtout le packaging parfait pour espérer aller accrocher pourquoi pas un joli résultat en fin de saison, tu vois. C'est vraiment on sait que pour gagner des titres généralement ça passe par la défense et c'est ce qu'on voit avec Cincinnati malgré tout, donc tous les voyants aussi sont ouverts pour eux. C'est quoi, je te propose de regarder le résumé vidéo du match qu'on a compilé avec les buts et on va pouvoir parler par-dessus. Cincinnati, c'est surtout une défense solide. Regarde, là, c'est une action d'abord exceptionnelle, je trouve, collectivement. Ouais, super. Une action un peu combinée sur une touche. L'ailier qui est sur le côté réussit quand même malgré tout à centrer alors qu'il est proche de la ligne de sortie de but et qu'il est bien gêné par son vis-à-vis. Au final, c'est une 2 exceptionnelle entre Acosta et il son réussit à ailier. trouver Acosta lui se fait pas prier. On sait la qualité du joueur, bah forcément ça fait mouche à cette position-là. Ça, c'était pour le premier but. C'est d'ailleurs Badji qui lui donne le ballon. Deuxième but, pareil, une transition rapide avec un peu de chance, un peu de réussite, mais un penalty obtenu une nouvelle fois par Badji. Penalty indiscutable. Badji, très bon match parce qu'il est passeur décisif à la fois sur l'action du penalty qui va mener à la transformation de celui-ci par Luciano Acosta, qui inscrit aussi un joli doublé et qui est vraiment le joueur clé de cette formation de Cincinnati. On va en parler juste après. C'est vrai qu'on a une stat qui est assez effarante. C'est vraiment le franchise player de cette équipe. Cette équipe qui d'ailleurs était dans les bas-fonds depuis le début de sa... Ils n'ont pas fait comme Cincinnati. Ils étaient dans les bas-fonds au début de leur construction de l'équipe. Et ils ont mis que quelques années avant de vraiment monter et de pouvoir enfin disputer les playoffs. On rappelle qu'ils ont disputé les playoffs pour la première fois depuis l'an dernier. Cette équipe, elle joue en MLS depuis que 2019. Donc c'est assez récent. D'abord, ils ont fait quelques années en UCL avant. Là, on peut voir le but de Zela Ryan. Made in Columbus, un Made in Wilfried Nancy dans les principes de jeu, du jeu combiné dans les petits espaces. Donc encore pareil sur le deuxième but, on voit encore du jeu en combinaison.
Celui-là, il est assez impressionnant parce qu'on voit clairement L'action qu'il collective, veut, elle est magnifique. même si le joueur la touche, elle est pour le joueur de second poteau. Bon, un peu de réussite sur la fin de l'action, mais sur la base de l'action, Tu on vois, voit. j'ai laissé la joie de Wilfried Nancy Je pense qui est que c'est pour ça, intéressant. je pense que c'est pour ça qu'il doit être heureux parce qu'il voit que sur ce but, on a totalement ces principes qui s'appliquent en fait. C'est ça. Et c'est toujours satisfaisant de voir que ton équipe réussit à mettre en place ce que tu as travaillé, ce que tu aimerais que ton équipe ait comme visage. Donc c'est toujours positif. Et Columbus, on sait que c'est une équipe flamboyante et très intéressante à voir jouer. Bon là, Là, on va voir l'erreur du gardien de Columbus. Tu vois, justement, tes joueurs, peut-être trop. Et c'est le problème avec certains gardiens qui ne savent pas dégager au bon moment. Certains n'ont pas les bons pieds. C'est souvent le problème. Après, je sais pas. Est-ce que le coach va lui en vouloir ou pas? Ou sinon il va l'encourager, il va lui dire oui, t'as bien fait quand même malgré tout parce que c'était c'est ce que je te demande de faire. Parce que ça existe dans certaines équipes que malgré des grossières erreurs de gardiens comme cela, bah, les coachs au lieu de tomber sur leurs joueurs, bah, au contraire va les encourager, va leur dire que c'est bien qu'il faut qu'ils continuent parce que c'est ce qu'ils leur demandent, à l'entraînement. Je rappelle quand même que le gardien, c'est Patrick Schulte. Il était en MLS Next Pro l'an dernier. Il jouait avec Columbus 2 l'an dernier. Là, cette saison, il est titulaire cette saison. Wilfried Nancy lui fait confiance. Donc, il est encore jeune, tu vois. Il a que la vingtaine. D'ailleurs, on va, en réaction par rapport à ça, on a même trouvé une vidéo des fans du Ghana de Cincinnati. Il y a un groupe de fans de Cincinnati dans la ville du Ghana de Kumasi. Et ils nous ont montré une petite vidéo des fans lors du match. On Et aime, ça, on aime ce genre d'image, franchement, c'est ça. c'est beau, le foot est universel. Et ça s'exporte. Et en fait, apparemment, le fan club de cette ville est partenaire un peu avec la ville, le club, pardon. Et c'est eux qui ont donné les sous pour acheter la télé, pour pouvoir Ouais, diffuser cool, le match. bien. C'est une belle initiative, c'est une c'est une super belle belle image. initiative. Et puis surtout, comme on disait, le football est universel, ça s'exporte. Et ça fait toujours plaisir de voir de belles images comme ça. On va continuer de s'attarder sur Cincinnati avec son énorme forme à domicile. Cincinnati, c'est simple, on va le voir sur la prochaine slide. C'est 8 matchs à domicile cette saison, 8 victoires. C'est la troisième équipe de l'histoire à avoir cette série en MLS. Et c'est pas fini en tout cas. 24 points sur 24 pris à domicile. C'est la raison pour laquelle ils ont 30 points déjà. Cette saison, ils ont déjà 5 points d'avance sur le second qui est Nashville et 6 sur Saint-Louis. On voit qu'en plus, c'est que des victoires étriquées. Tu vois, à part le 3-0 dernièrement face à Montréal, c'est que des victoires par un but d'écart. Mais au final, dont 3-1-0, mine de rien. Ouais, c'est ça, c'est ce que Mais- j'allais dire. mais- C'est ce que j'allais dire. C'est qu'au final, ils ont pris que 5 buts sur les 8 matchs à domicile. C'est- Ce qui montre que c'est vraiment la solidité qui est mise en évidence en premier lieu pour les eux. transitions rapides, Ça va permettre axées. d'avoir des espaces derrière pour attaquer en transition. On rappelle, d'ailleurs, on va parler de. Je pense que celui qui est à la base de tout ça, c'est Pat Noonan, le coach de Cincinnati, en place depuis 2020. On peut même mettre la prochaine stat sur lui. Il a un bilan assez fou depuis son arrivée à Cincinnati. C'est simple, il a le meilleur bilan de l'histoire de la franchise, même si elle est récente en tant que coach. Il a su installer son 3-5-2 depuis le début, depuis son arrivée, donc en décembre 2021. Au final, il a commencé à jouer qu'à partir de mars 2022. Mais en une saison et demie, il a 48% de victoires, 54 matchs. En 54 matchs, toutes compétitions confondues. Quand tu vois les bilans catastrophiques des anciens coachs, d'abord Alan Koch qui avait que 18% de victoires. Ensuite, Yohan Damé qui avait fait l'intérim, le français, 26% de victoires. Puis Jans, le néerlandais, 10% de victoire. C'est une seule victoire en 10 matchs, t'imagines. Jaap Stam, il est resté bien un an et demi, 17% de victoire. Et enfin, le pire, c'est Tyrone Marshall qui était en intérim, qui n'a pas fait une seule victoire en l'espace de 9 matchs, je crois. C'est très peu, ça fait peur, tu vois. Ça fait peur et puis surtout, ça C'était donne... la franchise de la loose. Oui, c'était la franchise de la loose et puis ça donne du crédit à Pat Noonan. On sait que c'est un joueur. C'est un joueur qui a pas mal bourlingué en MLS, qui a vraiment cette culture du championnat. Il connaît le championnat Par sur cœur, le bout des ouais. doigts. Et il a réussi à mettre en place quelque chose de cohérent avec les forces
les forces de ses Qu'il joueurs, les avait. qualités de ses joueurs. Donc, Et une fanbase solide, mine de rien. une fanbase solide, bah oui, c'est sûr. Mais au niveau du jeu produit, c'est peut-être pas flamboyant, Hmm. mais c'est quand même quelque chose qui reste très efficace. Et je pense que, au vu des saisons précédentes du côté de Cincinnati, ben, c'est encourageant et c'est peut-être un peu plus reposant d'avoir une équipe solide et qui sait ce qu'elle doit faire et comment elle doit faire pour y parvenir. Ouais. D'ailleurs, l'un de ses hommes clés, c'est Luciano Acosta, qu'on va voir sur la prochaine fiche. Depuis son retour en MLS, parce qu'il a déjà été en MLS du côté de DC United, ensuite il a vadrouillé dans un autre club. Je sais qu'il était en Argentine, mais là je ne me rappelle plus où est-ce qu'il est reparti entre-temps. Bref, depuis qu'il est en MLS, ah si, à Atlas au Mexique, c'est ça. Depuis qu'il est revenu à Cincinnati, en 80 matchs, il a mis 23 buts déjà et 30 passes décisives. C'est énorme, c'est le meilleur joueur en tout cas en termes de statistiques depuis son retour dans la MLS. Surtout ce qu'on peut voir, c'est qu'en beaucoup moins de matchs, en 50 matchs de moins, il a les mêmes statistiques qu'à DC United. Ça veut dire qu'il s'éclate totalement là-bas. Oui, c'est éclate totalement. Il a trouvé, je pense, le fit parfait. C'est son équipe. C'est lui qui est là à la base de tout, qui est le joueur clé de Cincinnati. Pat Noonan a réussi à bien tout harmoniser autour de lui. Et on sent que le joueur est totalement épanoui. Et ça se ressent sur les stats. Comme tu as dit, tu as mis nettement moins de matchs pour arriver au même stade que tu avais en 137 matchs auparavant chez DC United. Donc c'est une stat qui veut tout dire, tout simplement. On va passer à Columbus, l'autre équipe de ce match-là. Columbus, on voulait en parler depuis un petit moment déjà, on en avait parlé au début de saison par rapport à l'apport avec Wilfried Nancy. Columbus, c'est un peu l'attraction de la saison. Disons qu'il y a du très bon et du très mauvais. Hein. Ouais, je pense que là, ils ont les faiblesses de leur force, on va dire, en Ouais. quelque sorte. Parce que on voit très bien que c'est la deuxième meilleure attaque de la conférence, mais aussi la sixième pire défense de la conférence. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs. La quatrième équipe à domicile de la conférence Est et la quatrième équipe à domicile de... Ah, en fait, non, elle est deux fois la stat. Je me suis trompé sur les stats. J'étais en train de lire. Cette équipe, surtout, elle est portée par Lucas Zelarayan, l'Arménien, qui est, qui est bon en ce moment. Hein. Ouais, qui est bon, qui se marie parfaitement avec le style de jeu proposé par Wilfried Nancy, en fait, c'est tout simple. On sait qu'à Columbus, c'est vraiment le collectif qui est mis en avant, qui est prioritaire sur les individualités. Et on se rend compte que Zela Ryan, bah, il rentre parfaitement dans ce moule. Parce que cette saison, il marque 6 buts, d'accord, c'est très bien. Mais c'est pas non plus. L'équipe n'est pas dépendante de lui. Il fait quand même croquer ses coéquipiers. Il a 3 passes décisives quand même. Et puis, techniquement, c'est un joueur sûr, c'est un joueur propre. Pas trop de déchets techniques dans tout ce qui est prise de balle, orientation du jeu, etc. Donc voilà, forcément, Columbus, avec un Lucas Zelarayan affûté et en forme, ben, tout de suite, ça se remarque. Et ça fait mouche et ça donne des points et ça permet à Columbus de bien se positionner dans la conférence. Est-ce qu'il est bien accompagné par les jeunes aussi de l'académie? Parce que Columbus, on rappelle, l'an dernier, c'était l'équipe qui avait gagné la MLS Next Pro. Donc, on va dire, c'est les équipes réserves composées de jeunes. Il y avait un tournoi, ils sont allés jusqu'en playoff. Ils ont gagné face à Saint-Louis 2, qui, mine de rien, ça veut dire qu'ils ont une bonne académie aussi. Ils sont bien entourés. C'est exactement ça. On va le voir sur la prochaine slide. L'académie de Columbus, où il y a déjà de nombreux joueurs qui sont cette saison, qui ont joué la MLS Next Pro, qui l'ont gagné et qui sont déjà titulaires ou qui s'imposent au sein de l'effectif. Donc, Mohamed Farsi, c'est le troisième joueur qui a le plus joué cette saison pour Columbus, qui était en MLS Next Pro l'an dernier, donc le Canadien de 23 ans, l'arrière droit. Yassen Russell Rowe, l'attaquant qui a fini meilleur buteur de MLS Next Pro l'an dernier, qui a inscrit, je crois, si je dis pas de bêtises, 23 buts en 21 matchs. C'est énorme. À un moment, il était sur une série, j'ai calculé, pendant 8 matchs consécutifs, il a marqué un but par match.
et il était sur 13 buts en l'espace de 8 matchs. Ah ouais, non, C'est c'est pas quelque mal. chose, ouais, c'est C'est quelque qu'il chose. survolait, tu vois. Là, en ce moment, il n'est pas titulaire en MLS, il rentre souvent de temps en Un temps, impact player, ouais. mais il joue. On a aussi les autres joueurs qu'il faut que je retrouve. Ah oui, Patrick Shuttle, qu'on a parlé tout à l'heure, le gardien titulaire, mine de rien, c'est important. Et Philippe Quinton, le défenseur central. Donc, voilà, un joueur à chaque poste. Et aussi, on a Aiden Morris, qui, mine de rien, lui, n'a pas joué l'an dernier avec, si, quelques matchs avec la MLS Next Pro, mais lui, il est pro. Il a seulement 21 ans, il est pro depuis 2018 ou 2019, tu vois, avec Columbus. Il est un peu formé par le club et tout ça. Et lui, il est titulaire à part entière, il est compagnon d'attaque de Zela Ryan. Donc c'est intéressant qu'ils fassent confiance à leurs jeunes et qu'ils aient quand même les résultats. Ouais, bah oui, c'est important. Ça conforte aussi l'idée d'avoir fait ce projet-là autour des jeunes et qui étaient en MLS Next Pro. Et puis, je pense d'être parti récupérer Wilfried Nancy aussi permet peut-être à ce projet-là aussi de prendre peut-être une nouvelle dimension, une nouvelle tournure. Parce qu'on sait que c'est un entraîneur, pardon, qui est proche de ses joueurs, qui est vraiment dans l'affect, dans le côté managérial. Et je pense qu'avec la nouvelle génération, c'est souvent ce genre d'entraîneur-là qui est efficace et qui fait bien jouer ses joueurs. Donc pour l'instant, le projet de Columbus se passe à merveille. On attendra de voir qu'est-ce que ça va donner quand il y aura peut-être un petit coup de moins bien. Parce qu'on sait très bien, bon, ça reste des jeunes joueurs et que forcément en termes de fiabilité, c'est pas totalement fiable à 100%. On sait qu'ils vont avoir des périodes de creux, de moins bien. Ils vont pas être constants. Ouais. C'est vraiment ce qui caractérise généralement les jeunes joueurs. Et ce qui fait que quand un jeune joueur est constant, on le catégorise tout de suite comme un joueur hors norme ou un joueur vraiment top mondial. Donc à voir pour Columbus sur la suite de la saison. Ok, on va passer au prochain match. C'était ton match, ça, Philadelphie face à New England. Pourquoi on a décidé de parler de ce match? Parce que Philadelphie revient en force enfin. Les derniers finalistes des playoffs se sont imposés 3-0 sur leur pelouse face à New England Revolution. Un résultat marquant pour une équipe face à New England qui était promis de la conférence Est Une équipe en forme. pendant très très longtemps. Oui, une équipe bâtie pour aller loin cette saison, une équipe dangereuse. Et de voir que Philadelphie a réussi quand même à les surclasser en quelque sorte sur un score fleuve comme celui-ci, c'est pas anodin et ça match et ça témoigne aussi peut-être d'un retour On va voir les stats. à un véritable niveau de Philadelphie. Ouais. Ouais, on va voir la prochaine fiche sur les stats pour voir la domination. Oui, de 2 XG à 0. Certes, comme Cincinnati, ils n'avaient pas spécialement le ballon, mais ils étaient très cliniques et en tout cas 17 tirs à 8 et aucun tir cadré encaissé. C'est cette stat-là Elle est marquante. qui est marquante. Ouais. On voit vraiment que ça a été vraiment surclassé. Quand on parle de surclassement, c'est vraiment ce qui s'est passé sur cette rencontre. Zéro tir cadré pour une équipe comme le Revolution avec la force de frappe et ce qu'on a vu sur les saisons précédentes. Donc franchement, chapeau bas à Philadelphie et puis on espère voir comment ils vont être. Donc là on a le résumé du match avec les buts. Je pense que New England aura besoin d'un spécifique touche à l'avenir lors de leurs entraînements parce que là, le premier but vient d'une touche rapidement jouée avec un placement totalement hasardeux des joueurs du Revolution. Mais tu peux souligner l'énorme mise. Et la minace de Daniel Gazdag, ouais, qui Qui lui aussi revient en forme. On va en parler, je pense, on va en parler un peu plus tard dans l'émission. Philadelphie qui commence enfin à tenir son rang. On rappelle qu'ils ont été finalistes de la dernière MLS Cup contre le LAFC qui vont perdre au tir au but. C'est simple, j'ai l'impression que Daniel Gazdag est en forme, Philadelphie est en forme, non? Bah oui, Ça fait c'est effet. ça, quand t'as un mec aussi important, aussi décisif qui se remet à trouver l'efficacité et surtout même dans l'aspect visuel, au-delà de son efficacité, c'est dans l'aspect visuel. On sent vraiment que là, il y a une empreinte dans le jeu qu'on retrouve de sa part. Encore une histoire de touche hein, et un ballon récupéré. Et là, ça va vite en contre-attaque. Bien entendu, tout le monde est Il est monté. à la 87e. On est dans les dernières minutes. Le 2 contre 1 qui est bien joué.
On se rappelle d'un Thierry Henry qui disait tu sais pas jouer un 2 contre 1. C'est que t'es pas bon. T'es pas un bon pro. Ben voilà, le duo Donovan-Juan Carranza, ça marche bien en tout Ça cas. fait bouche. Et puis Carranza, ça lui fait du bien à l'attaquant de marquer enfin. Parce qu'au final, on rappelle que Cincinnati, à Philadelphie, les meilleurs joueurs, c'est plutôt le milieu de terrain et les latéraux. Hein. Les latéraux, puisque au final, ils marquent pas tant que ça les buteurs. Au final, au final, quand même. Tu sais quoi, on va même passer sur la prochaine fiche. Sur la Ouais, fiche, au final, on se dit que sur les qualités offensives. offensivement, cette équipe est peut-être faiblarde. Mais on se rend compte qu'au final, tous les avant-centres de Philadelphie cette saison ont marqué. Ouais. Tu vois Pas énormément, c'est Pas- pas des Denis Bouanga Oui, à déjà en fait- 10 ou 12 buts. C'est ça, c'est comme on l'a noté, c'est vraiment étalé, c'est vraiment dispersé. Mais c'est leur force. Et c'est ce qui fait leur force parce que tout le monde peut être dangereux en fait. Ouais, Tout le ça. monde peut être dangereux. Jalen Carranza cette saison c'est 5 buts. Michael Oureux, les 5 buts également qui sont des titulaires Ouais, c'est ça, en pointe, donc en forcément pointe. ça, il marque un peu plus. Qui sont juste devant, avec juste derrière eux, il y a Daniel Gazdag. C'est ça, exactement, donc le ça fait trio. un trio C'est le magique. trio Ouais. le trinque des Bermudes. On a Chris Donovan en sortie de banc qui est à 2 buts cette saison quand même. Et Joaquin Torres qui lui a marqué un petit but seulement, mais pas beaucoup de titularisation et pas beaucoup d'entrée en jeu non plus. Il est jeune. Donc c'est pas. Ça reste encourageant. Ça reste encourageant. Mais en tout cas, la force de frappe est vraiment étalée. C'est ce qui rend dangereux et imprévisible cette équipe de Philadelphie. Mais tu sais quoi, on va passer même à la prochaine fiche sur leur série en cours. Philadelphie, on a dit qu'ils étaient en forme actuellement. C'est le cas, on va le voir. Avec 4 rencontres sans défaite en MLS, 3 victoires, 1 nul. Eux qu'on l'avait dit, souligné, qui étaient dans le ventre mou depuis le début de la saison. Qui avaient du mal à se trouver, qui avaient du mal à retrouver cet aspect compétitif qu'on leur a découvert la saison dernière. On n'a pas compté les éliminations dans les différentes coupes parce que Philadelphie maintenant n'a plus que la MLS à jouer. Et c'est peut-être aussi ce qui leur permet peut-être d'être compétitif et de peut-être se recentrer sur le championnat afin de, pourquoi pas, faire mieux que l'an passé et d'aller soulever le trophée en fin de saison. Ils se sont fait éliminer au tour précédent en MLS Cup et en Ligue des Champions CONCACAF. Ils se sont fait éliminer en demi-finale face à LAFC. On va parler de Daniel Gazdag, Forcément. le nouveau Joueur désigné. le joueur désigné et de toute façon la superstar de Philadelphie. C'est lui qui porte l'équipe. De toute façon, 6 buts, 7 passes décisives en 12 matchs, alors qu'il s'est totalement révélé sur ses derniers matchs. Enfin, révélé, remis au niveau, on va dire. En tout cas il est parti sur des bases un peu similaires à ce qu'il a fait la saison dernière. Hein. La saison dernière, ça reste quand même 24 buts et 10 passes décisives en 37 matchs. J'ai toujours pas compris comment elle n'a pas été élue MVP. Ouais. En plus, avec la saison que Philadelphie fait au niveau des résultats, tu vas en finale de MLS Cup. Donc Gazdag, le Hongrois, c'est vraiment le joueur à suivre et l'homme providentiel de cette équipe de Philadelphie. Et c'est pas pour rien qu'il est devenu joueur désigné cette saison alors qu'il ne l'était pas les saisons précédentes. Actuellement, Philadelphie sont 5 ou 6e, si je dis pas de bêtises. 5e d'après moi. Moi aussi, il me semble que c'est 5e. Un petit prono pour eux pour cette fin de saison. Tu les vois classés où? Moi, personnellement, je les vois, 5e. Se maintenir dans une. Peut-être pas dans les 2 premières places, mais un peu en dessous, genre peut-être 3-4. Okay. Mais vraiment hausser son niveau quand les playoffs arriveront. Et c'est là qu'on verra vraiment le côté compétitif de cette équipe. Parce que avec la manière dont ils sont coachés, avec les certitudes qu'ils ont, ça n'a pas bougé énormément à l'intersaison. Tu as gardé quand même ton ossature avec tes joueurs décisifs, Kai Wagner, Daniel Gazdag, Oureux, Carranza, tu les as gardés. Donc je pense qu'on verra vraiment ce dont Philly est capable en playoff. Et je pense que je les vois arriver aussi en finale de conférence d'ailleurs, au minimum. Ok. On va passer à l'autre équipe de ce match-là, les New England Revolution, qui sont donc inclinés 3-0, eux qui étaient longtemps premiers de la conférence Ouest. Avec d'ailleurs, on va voir la première fiche sur Carles Rill, le joueur qui devait pas jouer trop longtemps normalement. Ouais, il devait jouer 30 minutes au dernier match.
et qui est s'est sorti, blessé au bout de 30 voilà, minutes, qui est en fait, sorti au blessé final. au final. Je pense que la gestion a été mauvaise de la part de New England. Je pense il aurait peut-être été préférable de le laisser sur le banc et de peut-être le faire rentrer en cours de match. Plutôt que le Voilà. laisser Et en plus, titulaire. au vu du scénario de la rencontre, peut-être qu'au final, il serait même pas rentré. Ça lui aurait même peut-être permis de continuer, de se reposer, de revenir sur le prochain match. Mais ouais, Carles Hill, c'est totalement le joueur clé de cette formation. Au niveau des statistiques, c'est pas énorme, c'est pas non plus des stats à la Daniel Gazdag. Ça reste correct, 3 buts et 4 passes décisives en 12 matchs. Mais c'est pas dans les statistiques on se rend compte de son importance. C'est plus dans le jeu, dans comment c'est lui qui arrive à fluidifier tout ça, à être le lien entre défense, entre milieu et attaque. C'est vraiment dans cet aspect-là que Carles Hill est impressionnant. D'ailleurs, en parlant des joueurs désignés, il y a une stat aussi qu'on a sortie qui est assez effarante au niveau de New England. On va dire est-ce qu'ils sont malchanceux ou pas? Parce que on va la lire ensemble. Les trois joueurs désignés n'ont pu être alignés ensemble qu'à 29 reprises sur les 115 possibles depuis 2020. Donc Vrioni, Bou et Carles Hill, qui sont les trois joueurs désignés de New England, ont quasiment jamais été alignés ensemble. T'as l'impression c'est la MSN ou C'est ça, mais oui. c'est la MSN ou la MNM qui est jamais alignée ensemble, quoi. C'est dommageable c'est dommageable pour New England parce que New England, ça reste une forte équipe de MLS malgré tout. Et de se priver Surtout en début de saison, on l'a de vu. pas réussir à avoir ces trois joueurs en même temps sur la pelouse, bah forcément ça impacte quand même le niveau global de ton équipe. Pas sur les petits matchs contre des équipes moyennes. Je pense que malgré tout, si tu arrives à en avoir un sur les trois ou deux sur les trois, ça passera. Mais quand le niveau va s'élever et quand les équipes fortes, quand on va arriver par exemple des playoffs, peut-être des matchs de playoffs avec vraiment de l'enjeu, c'est à ce moment-là qu'on a besoin de ces joueurs désignés-là qui ont peut-être l'expérience suffisante et nécessaire pour faire passer ce step à New England. Malheureusement, t'as pas eu la possibilité de les avoir. Avoir joué que 29 matchs sur 115 possibles, ça reste. C'est démentiel comme. C'est un match sur 10 presque. C'est démentiel comme statistique. Et puis c'est quand même assez inquiétant. C'est quand même assez inquiétant quand même pour New England. D'ailleurs, on peut parler de New England sur leur forme. Ils étaient jusqu'au mois de mai, ils avaient une seule défaite encaissée, c'était face à LAFC. Ce qui est un peu normal, j'ai envie de dire. Tout le monde perd face à eux. Et depuis le début du mois de mai, c'est 3 défaites, toutes compétitions confondues. Est-ce que tu penses qu'ils vont renverser la tendance? Coup de moins bien. Peut-être après, je sais pas, tout dépendra de la durée de blessure de Carles Hill. On n'a pas encore d'informations dessus. Mais Carles Hill, sans lui, on a bien vu que là, contre Philadelphie, c'est poussif. Tu te cadres pas en fait. Tu as zéro tir cadré. Il y a vraiment une panne dans la créativité de cette équipe quand on enlève Carles Hill. Donc Surtout tout dépend. on va voir sur la prochaine fiche l'apport des joueurs des côtés. Eux ils peuvent apporter, mais S'ils ne sont pas servis dans les bonnes conditions derrière pour pouvoir faire la différence, bah forcément tu les vois bons. Sur cette saison-là, pour l'instant, tu as Brandon Bay, donc latéral droit, qui est déjà à 2 passes décisives, et Dejuan Jones, qui est latéral gauche, qui lui a 3 passes décisives. On voit que c'est une équipe qui va privilégier beaucoup les centres, avec notamment Bobby Wood en pointe, qui est quand même un joueur relativement qui a peut-être un morphotype plutôt pour jouer dos au but, en déviation, un peu pivot, un peu joueur de surface qui faut lui donner les ballons dans la surface pour qu'il puisse faire la différence. Donc le jeu passe par les côtés. Ces deux joueurs-là sont essentiels au bon déroulé de l'équipe. c'est fou que les joueurs sur les côtés aient autant d'impact pour une équipe qui ne joue pas pour une fois en 3-5-2 ou en tout cas avec des pistons. Ils jouent en 4-2-3-1 simple. Ouais, donc c'est que vraiment les ailiers rentrent un peu plus vers l'intérieur du jeu pour laisser vraiment le flanc aux latéraux. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus, comme tu as dit, dans des formations à 3, à 5 ou à 3, etc. Mais à 4, ils réussissent quand même à le faire. Donc c'est intéressant. J'avais vu un match contre Montréal. Je pense que j'invite les gens à aller regarder ce match-là. Où ils avaient gagné 4-0, où c'était vraiment la démonstration parfaite de ce que le coach veut mettre en place à New England. Et vraiment, on voit vraiment cet apport des latéraux. Je crois même que dans le match, il marque aussi. Il marque également dans le match. Donc c'est vraiment, je pense, le match référence
de cette équipe. Bon, ils ont joué contre un Montréal qui n'était pas encore en forme, qui c'est pas le Montréal d'aujourd'hui quand même. Mais c'est ce qui, je pense, c'est le match qui permet de vraiment voir ce que le coach a envie de mettre en place du côté du Revolution. Ok, merci Thomas pour ces explications sur New England. Désormais, on va passer aux résultats de la journée, 14. Donc, on peut voir que Nashville, grâce à cette victoire face à Charlotte à domicile, Charlotte qui était un. Exactement encore, et lui il est toujours là. Grâce à cette victoire, passe deuxième de la conférence Est, et surtout Charlotte qui était en forme perd ce match-là. Le New York Red Bull revient 2-1 et renfonce un peu plus Montréal qui était sur une bonne spirale. Donc New York Red Bull qui est toujours invaincu en MLS depuis le changement de coach. Hein. DC United qui a infligé un sale 3-0 à Los Angeles Galaxy qui s'enfonce encore, dont doublé il me semble de Benteke. Au moins un but. Il marque un but, doublé. Je ne sais pas si c'est Clich. Je crois qu'il y a Mateusz Clich qui marque. Et qui fait une célébration à la One. Voilà, exactement. Cincinnati, on en a parlé. L'Inter Miami qui s'est incliné dans le derby face à Orlando. Malgré un très joli but de comment il s'appelle, Campagna. Ah oui. Que je pense que qu'on va voir, je pense plus tard, plus tard. Chicago Fire ont fait match nul face à Atlanta. Ils ont un peu pris leur revanche. On rappelle qu'ils étaient menés 3-1. Match spectaculaire avec beaucoup de cartons, avec des cartons rouges notamment, avec beaucoup de rebondissements. Philly, on en a parlé. Austin qui s'impose 1-0 face à Toronto, qui s'enfonce encore un peu plus. Victoire dans les derniers instants de la rencontre. Ça leur fait du bien à Austin. Et Toronto toujours dans le mal. Dallas, l'autre derby texan entre Dallas et Houston, un partout. Saint-Louis qui reprend du poil de la bête en infligeant 4-0 dernier de la conférence Ouest Sporting. Real Salt Lake qui gagne une nouvelle fois face à Colorado. 3-2, ils ont eu chaud dans un derby encore une fois. Los Angeles qui s'impose 2-1 face à un autre derby. Oui, parce que c'était Rivalry Week, donc il y avait beaucoup de derby. Ils prennent aussi surtout leur revanche à l'extérieur. C'est incliné sur la pelouse de San José. Exactement. Portland qui s'incline face à Minnesota 1-0. Et enfin, Vancouver qui, un peu à la surprise, s'impose 2-0 face à Seattle dans le Cascadia Cup, c'est ça? C'est ça, exactement. Seattle qui va mal en ce moment, qui commence à souffler le chaud et le froid. Là, ils enchaînent des mauvais résultats. Donc, tu sais quoi, d'ailleurs, on va regarder le classement de la conférence Est. D'abord, pour en parler des classements. D'abord, donc Cincinnati, on l'a dit, qui prend 5 points d'avance sur Nashville, ça c'est important. New England qui reste 3e tout de même. Atlanta qui reste bien placé malgré leurs résultats en yo-yo. Philadelphie qui est bien placé aussi. Finalement, DC United, on n'en parle pas trop, mais qui est bien là avec Orlando. Columbus 8e. Attention à eux, il ne faut pas qu'ils perdent trop de matchs s'ils veulent rester dans les playoffs. Et Charlotte qui est la 9e équipe des playoffs. Et pour le reste, on a les deux Red Bull, c'est drôle, on a les deux Red Bull côte à côte. Et Chicago et Toronto qui ferment la marche. On passe à la conférence Ouest avec Los Angeles qui enfin retrouve sa place. Avec toujours 2 matchs en retard. Avec 2 matchs en retard, toujours, c'est fou, c'est assez fou. Et ils sont premiers, c'est fou. Seattle qui reste bien quand même, mine de rien. Saint-Louis qui a aussi 2 matchs en retard et qui peut, pourquoi pas, reprendre sa première place. Dallas et San Jose bien placés. Minnesota, mine de rien, qui fait pas de bruit, tout comme Vancouver ou Portland. Vancouver, franchement, on n'en parle pas, mais c'est efficace en ce moment. Surtout 4 buts de goal average, plus 4, c'est pas mal. Hein. Franchement, c'est... Quand tu vois les équipes au-dessus. Franchement, c'est intéressant. Tu vois, Austin, qui est la dernière équipe qualifiée pour les playoffs en ce moment, ils reviennent bien, attention à eux. C'est difficile quand même. Et puis Houston qui fait une descente. Hein. Après, on voit très bien que c'est serré, tu vois, entre San José. On a vraiment un ventre mou qui va de la 5e. Il y a 3 points d'écart. Mais ça va très vite. Houston, attention à eux. Ça va très vite. Et puis derrière, c'est Sporting et Los Angeles qui ferment la marche. On va passer au calendrier de la prochaine journée. Hein. Qu'est-ce qui nous attend ce week-end-là? Ça peut être intéressant de voir que New England reçoit Chicago. Chicago va falloir qu'il s'impose, ça va pas être facile pour eux. Bon, pourquoi après, pas avec l'absence de Carles éventuellement, pourquoi pas profiter de tu vois, j'ai du mal à voir Atlanta s'imposer à Orlando tellement ils ont du mal un peu en ce moment. Pareil, Philly qui va jouer à l'extérieur à New York, qui a annoncé son nouveau stade. Montréal qui peut se relancer face à l'Inter Miami, pourquoi pas. Toronto, il faut absolument qu'il se relance face à DC United. Saint-Louis qui va affronter une équipe difficile à jouer de là, justement, ça va être un test pour Vancouver de voir
qu'est-ce que ça Pour donne les deux. Ça va être un face à une test pour les équipe deux. comme Saint-Louis qui est vraiment à domicile, qui t'impose une furia avec beaucoup d'intensité. Donc à voir comment ils vont se débrouiller. Minnesota Real Salt Lake, c'est ventre mou. Houston, encore un derby texan pour Houston. Après Dallas et Austin. Il va falloir absolument qu'ils gagnent pour se relancer. Mais Austin va vouloir aussi gagner dans le derby. Cincinnati qui se déplace à Colorado. Seattle qui reçoit New York Red Bull. Attention parce qu'ils sont mine de rien un peu en forme. Los Angeles qui va devoir se relancer à domicile face à Charlotte. Enfin, San Jose va recevoir Dallas. Sporting Kansas va recevoir les Portland Timbers. Et Columbus Crew va se déplacer à Nashville. Ça va être un très très joli match à mon avis. Je pense qu'on on va s'amuser de là. Je pense que c'est peut-être le match le plus excitant. Ouais, de loin. Et tu remarques que Los Angeles FC ne joue pas ce week-end-là. Donc ils leur auront fera 3 deux matchs de retard. Donc ils peuvent prendre une avance assez phénoménale si leur adversaire ne joue pas bien. On termine cette émission par le top but, le top 5 compilé par toi Thomas. C'est ça, le top 5 des plus beaux buts de ce week 14 en MLS et on se quitte dessus. Benteke battling Caceres once more. Benteke chested down and he's released. Dahomey! That they have that they do want to make a change here. Shadoka waiting, chests it down, fired on net, and a goal! Marin Haile Selassie! Look what I found! And Chicago down. One there by Nosovsky, and now Krylak brings it right back. Yakusen looking for work. Picks his head up. From 2 defenders, gets under the foot of Wilson. It's all the way across. It's Krylak! Oh, it's 3! Damir Krylak, he's still got it! The goal's pouring in. He can throw it to Stroud, touches it to Joaquini. Joaquini running through. McIntosh off his line. Joaquini cuts it over and makes it 3. A dream derby night for St. Louis. Inter Miami. Yedlin's clearance is more of a pass for Martinez in the end. Campana. Quick feed. Why not? Oh, that's spectacular! Leonardo Campana! Out. Watch the run by Campana. He just holds right here. He's expecting an overlap down in the corner. But as it comes off the right shoulder and John cuts to the inside, now all of a sudden he's got to make a decision. Are we going to retain possession and try and rotate back over? As he takes his touch, there's no support, and just an absolute scorcher from about 25 yards out into the